une nuit, quelque part au Sahel. À plus de 8000 mètres d'altitude, la porte arrière d'un avion de transport s'ouvre dans un fracas métallique. Dans le noir total, des silhouettes masquées se lèvent, harnachées de sacs énormes et d'armes plaquées contre leur poitrine. Une seconde plus tard, elles disparaissent dans le vide. Pas de bruit, pas de traces. Quelques minutes après, elles touchent le sol, récupèrent leur matériel et s'enfoncent dans le désert en silence. Leur mission est simple mais vitale. Libérer un otage, frapper vite et disparaître avant que l'ennemi ne comprenne ce qui vient de se passer. Mais qui sont ces soldats capables de surgir du ciel en pleine nuit, d'agir en petites équipes et de faire basculer une guerre sans que personne ne sache qu'ils étaient là? Dans cette vidéo, on va découvrir qui sont vraiment les hommes du premier RPIMA, leur sélection impitoyable, leur équipement spécifique, leurs tactiques uniques et comment ils se distinguent des soldats conventionnels. Au sol, l'équipe répartit le matériel, enterre les voiles, se met en binômes espacés. Un contact local a donné l'emplacement exact du camp, renseignement humain, dit HUMINT. Un groupe établit un point d'appui discret pendant que l'élément d'assaut glisse le long d'un talweg pour rester sous les crêtes. Objectif: repérer la tente du chef, valider la présence de l'otage, couper les communications, puis exfiltrer en moins de 20 minutes. Cette manière d'agir, petite équipe, vitesse, précision, c'est la signature du premier RPIMA. Le premier régiment de parachutistes d'infanterie de marine, basé à Bayonne, appartient au commandement des opérations spéciales. Héritier des SAS avec lesquels les Français libres ont combattu derrière les lignes, il a gardé la même philosophie: frapper discrètement, frapper juste, puis disparaître. Contrairement à un régiment conventionnel qui tient le terrain et manœuvre en masse, le premier RPIMA agit en très petit effectif pour produire un effet stratégique disproportionné. Reconnaissance profonde, sabotage, libération d'otages, capture ou neutralisation de chefs ennemis. Concrètement, on les retrouve là où l'échec n'est pas permis. En Afghanistan, des équipes ont observé et guidé des frappes au cœur de zones tenues par les talibans. Au Sahel, la traque et la neutralisation de chefs djihadistes ont désorganisé des réseaux entiers. Dans les Balkans, leurs infiltrations ont permis d'identifier des responsables de crimes de guerre. Même logique que notre scénario: identifier la cible, pénétrer sans alerter, agir en quelques minutes, disparaître avant la riposte. C'est ainsi que quelques hommes peuvent, sans occuper 1 mètre carré, modifier le rapport de force d'une guerre. Pour rejoindre ces hommes, il ne suffit pas d'être un bon soldat. Il faut passer une sélection qui brise la plupart des candidats. Les premiers jours servent à tester la résistance physique. Marche forcée de plusieurs dizaines de kilomètres avec un sac de 30 kilos, épreuve de force, d'endurance, de tir sous stress. Mais l'essentiel n'est pas là. Les instructeurs observent surtout la capacité à garder la tête froide, à continuer quand le corps lâche et à prendre des décisions claires sous la fatigue. Puis vient la formation spécifique: parachutisme en haute altitude, plongée de combat, survie en jungle, désert, montagne, mais aussi infiltration en milieu urbain. Chaque homme doit savoir s'adapter à tous les terrains, car demain sa mission pourra être en Afrique, au Moyen-Orient ou dans une grande capitale européenne. Contrairement au régiment conventionnel, où l'entraînement est spécialisé, ici la polyvalence est vitale. Le premier RPIMA recrute peu, mais il élimine beaucoup. Sur une centaine de candidats volontaires, moins de 10 arrivent au bout. Dès les premiers jours, la sélection est un tri impitoyable. Les épreuves physiques ne sont pas classiques. Il ne s'agit pas seulement de courir vite ou de soulever lourd, mais d'endurer la fatigue sur la durée. Une marche dite TAP, troupes aéroportées, peut imposer plus de 40 km, sac de 30 kg sur le dos, fusil d'assaut en main, et souvent de nuit. Certains abandonnent avant la moitié. Mais le physique n'est qu'un filtre. Ce que recherchent les instructeurs, c'est le mental. Comment réagit un candidat après 48 heures sans sommeil? Est-ce qu'il garde la lucidité pour lire une carte, transmettre un ordre ou tirer avec précision? C'est ce qui distingue un commando d'un simple soldat. La capacité à fonctionner dans le chaos. Puis vient l'entraînement spécialisé. Le parachutisme est central. Les futurs opérateurs doivent maîtriser les sauts HALO et HAHO. HALO signifie High Altitude Low Opening, sauter à plus de 7000 mètres, ouvrir son parachute à très basse altitude, parfois 200 mètres seulement pour éviter d'être repéré au radar. HAO, à l'inverse, c'est High Altitude High Opening. Le parachute est ouvert presque immédiatement après le saut, ce qui permet de planer sur des dizaines de kilomètres et d'entrer discrètement en territoire ennemi. À cela s'ajoute la plongée de combat,
le combat en jungle, en désert, en montagne, mais aussi le CQB, Close Quarters Battle, c'est-à-dire le combat rapproché dans des espaces confinés, comme une maison ou une ruelle. Vulgariser, ça veut dire qu'un opérateur doit être aussi à l'aise en train de poser des explosifs dans une grotte que de forcer une porte dans une capitale européenne. Exemple concret. Lors d'un exercice, un candidat peut être parachuté en pleine nuit avec une simple gourde, un couteau et une radio. Il doit survivre 72 heures, éviter les patrouilles ennemies simulées et retrouver son équipe. Ce test est moins une question de muscles qu'une question de sang-froid et d'ingéniosité. Dans notre scénario, ceux qui ont sauté au-dessus du désert progressent en silence. Chaque binôme garde une distance d'une trentaine de mètres pour ne pas offrir de cibles groupées. Le chef d'équipe, reconnaissable seulement à un signe discret sur son sac, s'arrête, lève le poing. Immédiatement, tous s'accroupissent. Pas un mot n'est prononcé. Ces gestes automatiques sont le résultat d'années de répétition. Rien n'est improvisé. Ce sont des réflexes forgés par l'entraînement. Un opérateur du premier RPIMA ne transporte jamais le même matériel qu'un soldat classique. Là où un fantassin conventionnel part en mission avec environ 25 à 30 kg d'équipement standardisé, un commando adapte chaque détail à sa mission. En opération extérieure, leur sac peut dépasser 40 kg si l'autonomie est longue, mais il est pensé pour être modulaire. Chaque accessoire a une raison d'exister. L'arme principale est souvent le HK-416F, un fusil d'assaut de calibre 5,56 mm, utilisé aussi par les forces spéciales américaines. Sa particularité, rail modulaire pour ajouter viseurs optiques, lampes infrarouges ou désignateurs laser. Quand la discrétion prime, certains utilisent des suppresseurs, silencieux, qui ne rendent pas l'arme totalement muette, mais réduisent fortement le bruit et la flamme de bouche. Pour le tir de précision, on retrouve des fusils comme le Scar HPR en 7,62 mm, capable de toucher une cible humaine à plus de 800 mètres. Au-delà des armes, c'est la technologie qui fait la différence. Chaque opérateur dispose de radios cryptées avec oreillettes discrètes, permettant de rester en contact permanent sans révéler leur position. Certains emportent de petits drones quadricoptères pour surveiller une zone, détecter une embuscade ou repérer un camp ennemi avant d'approcher. Ces drones, souvent de quelques centaines de grammes seulement, changent complètement la manière d'agir. Un soldat conventionnel dépend de la chaîne de commandement et de moyens lourds, alors que le commando peut voir par lui-même. Les modes d'insertion sont tout aussi spécifiques. Par avion, on l'a vu, avec les sauts Halo et AO. Par mer, en utilisant des propulseurs sous-marins ou des embarcations rapides. Et par voie terrestre, souvent avec des véhicules légers type VLRA ou véhicules furtifs non blindés qui permettent vitesse et discrétion, à l'inverse des blindés lourds comme les VBCI ou les Leclerc. Concrètement, cela signifie qu'une équipe du premier RPIMA peut s'infiltrer par les airs, marcher 2 jours dans le désert, utiliser un drone pour repérer une cache ennemie, transmettre les coordonnées à un Rafale, puis guider une frappe aérienne avec un simple désignateur laser. Ce rôle de JTAC, Joint Terminal Attack Controller, est une spécialité. Ce sont eux qui, au sol, pilotent littéralement les bombes depuis l'espace aérien jusqu'à leur cible. Dans notre scénario, les hommes parachutés progressent désormais vers un petit village tenu par un groupe armé. L'un d'eux déploie un micro-drone depuis son sac. L'écran accroché sur son poignet montre une vue aérienne des toits de tôle. À 200 mètres, 2 gardes armés sont repérés. Le chef d'équipe trace rapidement un plan dans le sable. 2 binômes contournent par l'ouest, un troisième s'approche par le sud. Chacun sait exactement quoi faire. Neutraliser silencieusement les sentinelles, ouvrir un passage vers la maison où l'otage est retenu, puis sécuriser la zone pour l'exfiltration. Tout est millimétré, comme répété des dizaines de fois à l'entraînement. Dans les guerres modernes, le premier RPIMA agit comme une arme invisible. Là où une armée classique déploie des centaines d'hommes et des blindés, eux se déplacent par petites équipes de 6 à 10 soldats, capables de frapper un chef ennemi, de guider une frappe aérienne ou de libérer un otage. Leur efficacité ne se mesure pas au nombre mais à l'impact stratégique. Au Mali, par exemple, l'élimination de quelques chefs terroristes par leurs opérations a suffi à désorganiser des groupes entiers. Dans les Balkans, ils ont mené des reconnaissances derrière les lignes ennemies, donnant aux états-majors des informations impossibles à obtenir autrement. Aujourd'hui, ces missions s'inscrivent dans une logique plus large, traquer les réseaux terroristes, préparer le terrain avant une intervention et garantir que la France garde une longueur d'avance dans un monde où les menaces sont souvent invisibles.